Napoléon qui avait dit justement à la fin de sa vie, dans 200 ans, on parlera encore de moi. Tout comme il avait dit, ma vie aura été un roman. Et c'est l'homme sur lequel, après Jésus-Christ, on a le plus écrit, juste devant John Kennedy. Je veux remercier M. Joyal, qui a été donc un prêteur fort passionné, intéressant, qui nous a prêté des œuvres pour finalement bonifier davantage notre collection. M. Chalençon, propriétaire d'une collection regroupant plus de 3000 objets, a sélectionné donc plus de 350 objets et qui n'ont jamais été vus en public. J'ai commencé très jeune, j'avais 12 ans. J'ai vendu mon scooter pour m'acheter ma première lettre de Napoléon. Nous avons fait, depuis 2-3 ans, un certain nombre de découvertes. Nous avons redécouvert son portrait en pied qu'il avait dans la salle du trône et qui n'a pas été exposé depuis 1870, date de la chute du Second Empire. Donc vous êtes ce soir les premiers à revoir ce portrait. Notre ami Serge Joyal nous a très gentiment prêté une très belle pièce de sa collection, et ainsi que le musée des Beaux-Arts de Montréal. Et je pense très fort aussi à M. Ben Wheeler. Il disait toujours, Las Vegas, vous savez, ça serait merveilleux d'amener Napoléon à Las Vegas. J'ai bien amené Arnold Schwarzenegger. Vive le roi. Merci. Je vais vous montrer quelque chose d'amusant, c'est les caricatures. Un caricaturiste, c'est un analyste de l'actualité qui joint à son analyse la capacité de la rendre dans une formule lapidaire. Là, je me suis dit, est-ce que René Lévesque n'a jamais été caricaturé à Napoléon? Non, Lévesque se prétendait pas autocrate, potentat, puissant, victorieux. Malgré tout ça, j'ai trouvé cette caricature de René Lévesque en Napoléon par Normand Hudon. Et Normand Hudon le représente comme un futur Napoléon, dans une redingote beaucoup trop grande pour lui et dans un bicorne, évidemment, qui n'arrive pas à s'ajuster sur la tête. Et puis, évidemment, il y avait Duplessis en Napoléon, mais alors là, Duplessis, c'est sûr. Tout comme le maire de Québec, le bicorne, c'est le sigle, évidemment, des Nordiques. Le maire de Labaume est représenté régulièrement, tout comme le maire Coder se prête à ça, tout comme le premier ministre Trudeau s'est prêté à ça. J'ai retrouvé même une photo de Robert Bourassa devant le restaurant Bonaparte à Québec avec la main dans l'imperméable parce qu'il était à l'extérieur. Ce personnage devient finalement porteur de la réalité politique au Québec. Je ne prétendrai jamais d'être historien. Je ne suis pas historien. J'ai écrit un essai historique, c'est-à-dire que j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches et j'ai tenté de faire des relations entre différentes périodes de notre histoire et j'ai tenté de démontrer comment pendant 200 ans, depuis l'avènement de Napoléon à la fin du 18e siècle, comment ce personnage a été intégré dans la culture populaire savante, classique des francophones au Canada. Et je comprends mieux les Canadiens français, les Québécois, depuis que j'ai fait cette recherche et cette réflexion. En fait, pendant toute la durée de l'époque glorieuse de Napoléon lui-même, les Canadiens étaient farouchement contre Napoléon. Ils étaient aussi contre Napoléon que les Britanniques qui vivaient au Canada. Dès que la France a déclaré la guerre en Angleterre immédiatement après la Révolution, le Canada était en guerre. Et quand les Canadiens se sont réalisés que les Américains profiteraient de l'affaiblissement des Britanniques en Europe pour tenter de s'emparer du Canada, ils ont été obligés de faire un choix. Et pour eux, pour les Canadiens à cette époque-là, les moins menaçants, c'était les Britanniques, à telle enseigne qu'il y a eu des souscriptions publiques pour aider l'armée britannique à assumer évidemment les coûts de la guerre. Et dès la bataille, la victoire de la bataille de Trafalgar, dans le Vieux-Montréal, si vous allez à la place Jacques-Cartier, il y a un monument à Nelson, et ce monument a été érigé avec des contributions en majorité des Canadiens français. Alors nous sommes avec Napoléon.
s'appelait Napoléon. Ma tante préférée s'appelait Marie-Louise. Et mon père avait une cousine qui s'appelait Joséphine. Dans toutes les familles canadiennes, françaises, acadiennes, il y avait des Napoléons et de Joséphine. Donc là, vous avez trouvé une photo qui sont ces Russes. Qui sont ces Russes, c'est ça, hein? Le frère aîné de mon grand-père maternel avait marié une Crie. Elle avait été baptisée Marie-Louise, qui est évidemment le nom de la deuxième épouse de Napoléon. Là, on est à la fin du 19e siècle. Regardez, c'est une photo sur une plaque de verre, hein? Donc on est vraiment dans le début de la photographie. Le Napoléon de la famille, eh bien, c'est lui. Et regardez où on l'a placé. Le plus haut, dans le haut de la pyramide. Et c'est un vrai Napoléon, ça? Ah oui, oui, c'est absolument, c'est Napoléon des Rosiers. Il se donnait des noms de personnages importants de l'histoire, probablement pour se valoriser. Écoutez, c'est une vie de colon, ça. Mais pour un homme de guerre, vive le roi et la reine, il y a du poids maintenant, vive le roi Napoléon, Domino. Louis XIV, Richelieu, Louis XV, ça restait vraiment lointain dans notre esprit. C'était de la dentelle et puis c'était des dorures. C'était pas vraiment le milieu canadien-français. Le milieu canadien-français, c'est un milieu simple, un milieu terrien. Le héros qui correspondait le mieux, finalement, à notre état d'être, c'était Napoléon. Mais voilà. Et alors, la France glorieuse, c'était pas le grand siècle de Louis XIV. La France glorieuse, c'était l'Empire. C'était Napoléon sur les champs de bataille. Et ça, c'était notre lien le plus intime avec la France. C'était finalement avec un héros imaginaire. Ça n'avait rien à voir avec le Napoléon des Français. C'était notre Napoléon à nous. Un collectionneur, c'est d'abord ce que j'appelle un chercheur. Un chercheur, c'est un esprit organisé. Il faut connaître l'histoire de l'époque, l'histoire des personnages. Pas quelqu'un qui court dans toutes les directions. Regardez ce briquet-là, par exemple. Il n'y a pas de Louis XIV en briquet. Il n'y a aucun des personnages de l'histoire du Canada qui a été représenté en briquet. Le seul autre personnage de l'histoire du Canada français qui a été hyper marketé, c'est Sir Wilfrid Laurier. C'était le personnage le plus marketé de son temps. Alors, voici un cendrier qui était sur les bars qu'on nous donnait en promotion lorsqu'on achetait du cognac Napoléon. Bon, alors, moi, si vous me dites que vous collectionnez Napoléon, je ne collectionne pas Napoléon. J'essaie de comprendre comment le phénomène du mythe de Napoléon s'est exprimé à travers toutes les générations au Canada français et quelle forme ça a pu prendre et qu'est-ce que ça nous dit de la mentalité des Canadiens français. Et tout ça se retrouve sur toutes sortes de jouets. Regardez, ça j'adore. C'est Napoléon en soldat de plomb. Qui n'a pas rêvé, étant petit garçon, d'avoir des soldats de plomb? Mais à l'école aussi, on avait Napoléon. Gomme effacée, Napoléon. Et puis, forcément, les encriers aussi. Il y avait ici le petit godet pour l'encre et puis le réceptacle pour recevoir la plume. Alors, celui-là, c'est Napoléon avec le drapeau. Alors ça, celui-là, quand même, il est encore plus flamboyant. Je vais vous en montrer un autre qui est très amusant aussi. Un pichet Napoléon. Napoléon est très ventru sur celui-là, déterminé, prêt à vaincre une armée qui lui a résisté. Et comme je vous dis, quand je suis un collectionneur, c'est ce que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se soit projeté dans un personnage qui ne s'est jamais intéressé au Canada de sa vie? Dans son esprit, le Canada, ça allait être conquis par les États-Unis tôt ou tard et qu'on disparaîtrait. Un autre cendrier Napoléon, comme on parlait des briquets tantôt, à cela aussi, évidemment, s'ajoutent les allumettes que les restaurants distribuaient. Si vous retrouvez Napoléon en allumettes, Napoléon en tabac et Napoléon en cendrier, vous dites, ah bon, on veut rejoindre les gens dans l'activité qui était à cette époque-là la plus répandue, indistinctement de leur statut social. Ça, c'est une tricorne rare. C'est parce que c'est le chapeau qu'il a porté pendant la campagne de Russie. Et c'est extraordinaire. C'est parce que c'est le seul chapeau qui est doublé
dans l'intérieur parce qu'il faisait tellement froid en Russie. Un collectionneur, c'est une personne dont l'esprit et l'œil est très entraîné sur un thème donné. Combien de bouquins vous pouvez avoir dans votre bibliothèque sur Napoléon ici? Au moins 500, mais celle-ci, c'est le plus important. C'est les mémoires de Marchand, Louis Marchand, qui était le valet de Napoléon, qui a passé l'exil avec lui à Longwood House. Je me suis dit un jour que j'ai fait la connaissance de Ben Weider, mais pourquoi un homme comme M. Weider, qui avait été un homme d'affaires, puisqu'il supportait les activités des culturistes, est aussi accaparé par Napoléon? Et il m'a dit, ben, comme tous les petits garçons à l'école, il se battait avec ses petits copains. Et puis, un jour, il est arrivé un peu amoché à la maison. Puis son père lui a dit, quand il est arrivé au souper le soir, mais si tu veux pas avoir de volée, bats-toi comme Napoléon. Et c'est ça qui lui a donné l'énergie dans sa vie pour fonder l'empire de musculation qui a été le sien. Alors, je trouve qu'il y a une leçon d'histoire là-dedans. Ici, c'est le couvert que Napoléon lui-même a utilisé à Sainte-Hélène. Puis ici, vous avez le pot à barbe de voyage que Napoléon a utilisé. C'était saisi par les Anglais à Waterloo. Ici, vous avez le mouchoir même que Napoléon a utilisé quand il était très malade. Ici, vous avez un mèche de cheveux que le grand maréchal Bertrand a rapporté de Sainte-Hélène, puis l'a remis à George Sand. J'étais un confident de Ben Weider. Il avait sa collection d'objets napoléoniens. Il se faisait âgé. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne donneriez pas ça au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour inciter davantage le musée? Je leur ai dit, mais moi aussi, je pourrais donner des objets. Et on a signé un acte chez le notaire, un acte notarié de donation au mois de juillet 2008. Il n'a jamais vu les salles réinstallées. Un hasard a voulu qu'il décède en octobre 2008, donc 3 mois plus tard. Vraiment, parce que c'est un hommage à Ben Weider. Et Huguette est avec nous. Et c'est tellement extraordinaire de vous voir ici aujourd'hui. Sachez que le don que vous nous avez fait, que Ben a fait, ça a complètement changé un aspect de la collection internationale du musée. Et puis, bien entendu, le sénateur, M. Joyal, grâce à qui toute cette histoire est arrivée, qui a permis au musée d'être le récipiendaire de cette collection exceptionnelle. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est absolument formidable. Il n'y a pas de restauration, ou à peu près, sur ce meuble-là. Les tiroirs, les boîtiers sont encore avec leur maroquinerie d'origine, les fers, etc. Ça n'a pas été retouché. Il y a de l'usure, mais c'est l'usure qui témoigne de son histoire. On est dans la salle du trône de Fontainebleau, et c'est le clergé français qui vient s'incliner devant le roi de Rome, prêter hommage au roi de Rome. Quand M. Weider avait ce portrait, il avait été malheureusement rebadigeonné à la bronzine. Quand il était question de faire don de la collection, j'ai dit à M. Weider, écoutez, c'est le portrait le plus important de la collection. Il faut qu'il soit quand même dans un état qui ne soit pas moche.